けていた少女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。L'activité la plus répandue et la plus connue est bien entendu le racket. Aussi ancienne que les Yakuza eux-mêmes, elle est la source de revenus la plus importante et malgré les lois anti-gang de ces dernières années, prospère toujours même si c'est sous une forme différente puisque 41% des patrons japonais affirment en avoir été victimes. Le principe en est vieux comme le monde et n'a rien de nouveau. Chaque entreprise, magasin ou industrie située sur le territoire d'un clan a de fortes chances de recevoir la visite d'un ou plusieurs Yakuza qui lui proposera protection et sécurité moyennant une somme mensuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires. En général, de jeunes châtailles sont venus quelques semaines et quelques jours plus tôt pour attaquer l'entreprise en question, parfois avec les blasons de gangs rivaux, créant ainsi des conditions nécessaires à l'acceptation du contrat. Dès lors, un collecteur passera chaque mois récupérer le fruit de cette assurance très spéciale. Si le dirigeant refuse de payer, il a de fortes chances de voir son entreprise partir en fumée dans les jours qui suivent. En cas de non-paiement de cette sorte d'impôt, le Oyabun peut également tenter de connaître les causes. Si le commerçant ne peut plus payer à cause d'affaires qui déclinent ou d'ennuis de santé, il sera souvent dispensé de ce règlement et parfois même aidé par le clan qui le ponctionnait. Par contre, s'il cesse de payer sans raison valable, plusieurs Kyodai viendront très vite lui remettre un rappel de cotisation sous forme de membres cassés, de saccage de local, voire plus si l'affaire se répète. C'est donc là une forme de racket somme toute assez classique. Mais il existe un type d'extorsion propre au Japon et au Yakuza, le Soukaiya. Comme vous le savez, les organisations Yakuza ont un statut particulier sur cette planète puisque tout le monde sait où les trouver, que la plupart a un local officiel et identifié, autrefois ouvertement dédié aux activités de gang et aujourd'hui déguisé en associations culturelles ou sportives. Alors, tout simplement, par le biais de ces vitrines officielles, les gangs vont proposer des prestations aux entreprises. Facturés comme des contrats d'animation ou de maintenance, ils cachent en réalité de bien plus sombres services. Souvent, les Yakuza embauchés le sont pour mater une contestation sociale par la force, impressionner violemment un employé indésirable pour le forcer à démissionner, voire ruiner l'activité commerciale d'un concurrent pour favoriser la sienne. Une autre facette de ce Soukaiya est bien plus pernicieuse. Lorsque de grandes entreprises veulent asseoir leur autorité et faire taire toute contestation parmi ses actionnaires, elles paient une organisation criminelle pour rentrer dans son capital le plus légalement du monde. Les Yakuza, alors actionnaires de ces entreprises, peuvent alors siéger au conseil et, en affichant clairement leur statut à grands coups de costumes chatoyants, de lunettes de soleil et de pins aux couleurs du clan, terroriser le reste des porteurs d'actions qui auraient voulu ne pas voter une résolution. Cette pratique, toujours très répandue, est extrêmement surveillée par les autorités et de très gros groupes bancaires se sont récemment fait épingler par la police pour ce genre de pratique. Bien entendu, les entreprises qui pratiquent cette association étrange reversent des dividendes aux gangsters actionnaires bien plus importantes que celles des simples kidam. En 2019, la police estimait que toutes les méga-entreprises japonaises avaient été touchées par ce phénomène. Une autre facette de cette vaste entreprise de racket, hors Soukaiya cette fois, est le chantage de célébrités, de politiques ou d'hommes d'affaires. Il est d'autant plus pratiqué depuis l'avènement des réseaux sociaux et la facile propagation de scandales.
Certains clans ont même un service spécialisé dans la surveillance de personnalités, guettant le moindre écart, appareil photo à la main. Mais si cet écart n'est pas spontané, les Yakuza peuvent aussi le provoquer. Alors, il n'est pas rare de voir une jeune et séduisante Chatei charmer un vieux capitaine d'industrie, un ministre ou un acteur marié, le photographier dans des postures peu académiques, puis remettre les clichés et les preuves matérielles à son Chatei Gaishira, qui se chargera d'organiser le chantage. Malheureusement, cette pratique a poussé un certain nombre d'artistes déjà fragiles à mettre fin à leur jour durant les 10 dernières années. Des déclarations récentes de Shinoda Kenichi, alias Tsukasa Shinobu, le Oyabun des Yamaguchi-gumi, revenaient sur cette tradition du racket, au moins pour son organisation. Lui y voit plus une forme d'impôt, une dîme comme on payait les serfs à leurs seigneurs, en récompense et salaire de la paix et de la sécurité qu'apportent les Yakuza à la population civile. Il reparlait de l'aide financière et logistique apportée par les gangs lors des tremblements de terre, mais aussi lors du tsunami de 2011. Il est vrai que lors de ces événements dramatiques, les grandes familles mafieuses avaient été beaucoup plus réactives que les autorités et avaient dépêché sur place hommes, matériels et vivres en quelques heures. Les Yamaguchi-gumi avaient même construit un hôpital de campagne, envoyé des médecins et créé un couloir aérien avec leurs propres hélicoptères pour évacuer la population. Ceci et d'autres faits du quotidien tels que des centres-villes plus sûrs font que, malgré les lois et les campagnes anti-gang, les Yakuza gardent tout de même une certaine sympathie de la part des civils et même de beaucoup de policiers de terrain. Mais si vous n'avez pas l'âme d'un maître chanteur ou d'un collecteur, vous pouvez toujours vous lancer dans le sport. Enfin, plus particulièrement dans les paris truqués et la corruption d'arbitres. En effet, depuis 3 décennies et le début des lois anti-gang, la quasi-totalité des clans s'est reconvertie dans le monde du sport et plus particulièrement du sumo. Toujours très attachés aux traditions et au glorieux passé, les Yakuza ont investi le monde de la lutte sumo à la fin des années 90, semant le chaos dans un sport alors épargné par les scandales. Piégeant certains athlètes grâce aux mêmes techniques que celles servant à faire chanter les industriels, les gangs ont ainsi recruté plusieurs lutteurs et, de fil en aiguille, créé leurs propres écuries. Bien entendu, ils ont alors pu maîtriser non seulement le réseau des paris sportifs, mais également pu décider du vainqueur, réduisant considérablement les risques. Puis ce furent les arbitres qui ont été achetés et dès lors, le sport dans son ensemble évoluait dans l'ombre de la mafia. Les gains étaient alors spectaculaires pour les clans, on parle de milliards de yens, mais aussi pour les lutteurs qui n'avaient jamais été aussi bien payés. Mais un grain de sable vint enrayer cette belle mécanique bien huilée. En effet, en 2010 et 2011, un scandale national éclata lorsqu'un lutteur, adulé par les foules et super champion, Higonomi Naoya, se fit prendre la main dans le sac. Le champion de l'écurie Kisei avait été pris en train d'offrir des places de grands tournois au premier rang à de hauts dignitaires du clan Yamaguchi-gumi, finit par se mettre à table et balancer tout le système mis en place des années auparavant. Un grand nombre d'arrestations de sportifs, d'arbitres et de propriétaires de salles sont suivies et beaucoup de lutteurs furent rétrogradés, voire exclus de la fédération. Suite à ce scandale, l'ensemble des tournois et des clubs de sumo furent réorganisés et les connexions avec les gangs coupées. Enfin, en apparence, car l'ombre des Yakuza plane toujours sur le monde des paris sportifs clandestins, sur lequel ils règnent toujours en maître. Mais s'il est un sport sur lequel ils ont toujours eu une mainmise évidente, c'est bien le catch. La principale raison de cette hégémonie est historique, puisque ce sont les familles Yakuza qui ont importé puis popularisé ce sport au Japon dans les années 50. Propriétaires de la majorité des salles, ils dirigent aussi les écuries de lutteurs et les sociétés de paris au travers de sociétés tout à fait légales. Mais ce qui s'écarte légèrement de la voie officielle est la façon avec laquelle les Yakuza gèrent les combats et les paris.
Bien entendu, les futurs champions sont recrutés très jeunes par les clans, puis choyés et entretenus comme des princes pour créer un rapport de reconnaissance. Bien sûr, lorsque leur mérite athlétique les propulse sur le ring, ils devront tenir compte des instructions du gangster entraîneur qui orientera le match en fonction des cotes et des paris. Étant propriétaire de presque toutes les écuries de catch, il aurait donc très facile d'arranger tout cela à leur convenance et sans que personne n'y trouve à redire. Par contre, pour les catcheurs réticents ou les organisateurs pointilleux, la méthode reste la même: intimidation, violence, kidnapping de proches et parfois la mort. C'est ce qui arriva à Rikidozan, un catcheur professionnel d'origine coréenne et qui combattait pour un clan de même origine. Refusant de se coucher face à un catcheur drivé par le clan Sumiyoshi Kai, il fut assassiné en 1963 dans un bar de nuit par Murata Katsuji, Wakagashira des Sumiyoshi. Mais même si ce sont ces deux sports qui ont vu la plus grande infiltration des gangs, les autres n'en sont pas exempts pour autant. On peut constater la présence des Yakuza très régulièrement dans les courses de chevaux, de bateaux ou de chiens, dans le baseball et même le football. Mais alors, si vous n'aimez ni le sport ni l'extorsion, pourquoi ne pas tenter les jeux d'argent? En dignes héritiers des Bakuto, les Yakuza ont toujours évolué dans le milieu du jeu d'argent, en ayant même le quasi-monopole durant l'âge d'or des années 60 et 70. Aujourd'hui, ils sont toujours à la tête de petits casinos clandestins installés dans les sous-sols de restaurants dont ils sont propriétaires ou, de plus en plus, dans de petites habitations rurales en périphérie des grandes agglomérations. En général, on y trouve des tables de mahjong, des roulettes et d'autres jeux de casino, et les mises de départ y sont souvent beaucoup plus importantes qu'autour des tables autorisées. Les joueurs infortunés, c'est-à-dire tous, ont en plus la possibilité de contracter un emprunt auprès du gang qui tient le lieu. Il va sans dire que ces prêts sont à un taux bien au-dessus de la moyenne et doivent être remboursés en temps et en heure, sous peine de voir sa vie gravement perturbée. Hors de ces tripots clandestins, les gangs ont également un très grand nombre de bureaux de paris, clandestins eux aussi, principalement sportifs. Cette activité, fortement réduite lors des grands scandales des années 2000, a repris du poil de la bête avec l'explosion des paris en ligne, dont les gangs contrôlent une grande partie. Mais l'activité incontournable reste encore et toujours le pachinko. Ces petites machines à sous à billes d'acier sont un loisir extrêmement populaire au Japon et l'on en trouve à tous les coins de rue. Cette activité brasse des milliards de yens chaque année, alors bien entendu, il n'en fallait pas moins pour intéresser les Yakuza. Depuis la création de ce loisir, ils dirigent un grand nombre de compagnies de distribution de ces machines, les réglant pour qu'elles gagnent le moins possible, et possèdent une partie des grandes enseignes de salles de jeu. En plus de rapporter beaucoup d'argent de façon quasi légale, les salles de pachinko sont également une couverture idéale pour blanchir de l'argent. Tenues en majorité par les gangs coréens ou affiliés, les salles de jeu ont été, par le passé, de sanglants théâtres de règlement de comptes. Bon, vous n'êtes pas sport, pas collecteur et n'aimez pas les jeux d'argent, alors pourquoi ne pas vous lancer dans l'immobilier de contact? Cette activité est très répandue et ce dans tous les clans est un héritage des grands empires immobiliers Yakuza des années 50 à 2000. Ne pouvant plus détenir de sociétés immobilières, mais en gardant toujours les codes, les gangs se sont fait comme spécialité de régler à leur manière toutes sortes de conflits. Problèmes de voisinage, loyers impayés, expulsions difficiles ou au contraire, logements insalubres et propriétaires réticents, pas de problème. Les Yakuza ont la solution à votre souci. Pour éviter la paperasse, les frais de justice, les procédures interminables et les lois japonaises très protectrices pour les locataires, les gangs vous proposent des expulsions musclées en toute saison, des intimidations viriles de propriétaires radins avec garantie de travaux à la fin, et toutes sortes de prestations rapides.
La popularité des yakuza auprès du grand public vient aussi de cette activité très populaire auprès des civils en litige. Toutes les couches de la population ont fait ou feront appel à ces services. J'ai moi-même, dans ma belle famille, une personne qui a fait refaire une salle de bain délabrée dans un logement loué grâce à l'intervention tarifée d'un gros bras yakuza. C'était pourtant une petite mamie bien sous tout rapport. Bien entendu, en plus de ces domaines plus particuliers au Japon, les yakuza se livrent également à toutes sortes de trafics illégaux ayant pour point commun une très haute rentabilité. Et pour commencer, le point commun entre toutes les mafias du monde, le trafic de drogue. Bien que le code d'honneur empêche les membres de gangs de se droguer, il n'empêche en rien la vente de substances, bien au contraire. C'est d'ailleurs un des seuls trafics dont les yakuza possèdent l'exclusivité, sûrement grâce à l'histoire même des clans. Fortement aidés par les GIs américains, les forces d'occupation qui utilisaient les gangs tout-puissants d'après-guerre pour écouler amphétamines et morphine, les grandes familles se sont fait un réseau mondial de grossistes, voire de fabricants de substances en tout genre et en assurent, aujourd'hui encore, les ventes sur le territoire. Malgré des lois parmi les plus répressives du monde, il n'est pas si compliqué, pour qui sait où chercher, de trouver cannabis, méthamphétamine, GHB ou LSD. Ils sont moins présents dans la vente d'héroïne, dont la consommation est plus anecdotique et dont la vente reste le domaine de quelques groupes de mafias chinoises présents au Japon. Depuis les lois anti-gang et la surveillance renforcée des navires de marchandises appartenant au clan, la culture du cannabis et sa transformation sur le sol national s'est généralisée et un grand nombre de petits gangs, souvent ruraux, tirent leurs revenus de cette activité. La police démantèle régulièrement des plantations clandestines dans de petites maisons de campagne ou de banlieue équipées pour la culture. Malgré des prix prohibitifs et des peines de prison très importantes, la consommation de drogues diverses ne fait qu'augmenter au Japon depuis les années 90. Le gouvernement a bien légalisé quelques substances moins fortes comme le CBD pour essayer d'endiguer cette vague, mais les yakuza sont en train de rebondir et développent maintenant une stratégie de relance du trafic de cocaïne, drogue qui connaît un regain d'intérêt dans les grandes villes. Autre trafic juteux lié à une législation implacable, le trafic d'armes. Il est aussi vieux que les yakuza et remonte aux origines. Les tekiya, ces marchands ambulants du Japon médiéval, ancêtres de certains gangs actuels, vendaient sous le manteau sabres et fusils, à une époque où déjà, la législation impériale en interdisait la détention aux civils. Les choses n'ont pas trop changé. Le Japon contemporain a, comme pour les drogues, une des législations les plus restrictives sur la possession d'armes et hormis la police et quelques chasseurs, personne ne peut en acquérir légalement. Alors pour ceux qui veulent toxir leurs prochains ou protéger leur secteur, une seule solution, le marché noir. Généralement achetées en Chine ou en Russie, les armes vendues sont de vieux pistolets de réforme des années 70, souvent des 9 mm Tokarev, soviétiques, parfois de vieux P-38 de contrebande en provenance des stocks taïwanais volés et occasionnellement des Numambu M60, les calibres 38 de la police japonaise, parfois volés par les gangs lors d'altercations. Un Tokarev ou un P-38 se vend environ 1 500 000 yens, soit 10 000 euros, dans les rues de Tokyo, et il faudra compter le double pour une arme récente et plus fiable, importée à grand risque des USA. À titre d'exemple, un Glock 17 récent se vend 3 millions de yens, environ 23 000 euros au marché noir, là où il a coûté une centaine de dollars à l'achat. C'est donc un trafic extrêmement juteux et rentable, certes, mais aussi le plus risqué puisqu'un trafiquant d'armes au Japon risque la prison à vie. Il existe un autre trafic très rentable et dont les yakuza sont devenus les spécialistes, un trafic atroce mais bien réel, celui des êtres humains. Organisé et impitoyable, ce commerce de travailleurs clandestins s'opère depuis l'Asie du Sud-Est, la Chine et la Russie.
Les yakuza implantés sur place font entrer illégalement des jeunes femmes avec des rêves de réussite sur le territoire japonais afin d'alimenter les réseaux de prostitution gérés par les gangs. Le code d'honneur interdisant de prostituer des femmes japonaises dans les réseaux classiques, ils se servent donc de jeunes femmes pleines d'illusions et qui se retrouvent souvent dans des maisons closes peu reluisantes, à loger à plusieurs dans de minuscules appartements avec la crainte d'être dénoncées aux autorités si elles n'obtempèrent pas. Autre réseau d'immigration clandestine géré par les gangs, celui des travailleurs. Nombre d'entreprises gérées ou protégées par les yakuza font appel à cette main-d'œuvre illégale, souvent en provenance de Chine, de Taïwan ou de Mongolie. Sous-payés et vivant sous la menace d'une expulsion, leur sort est comparable à celui des prostituées. Ce trafic, le plus immoral qui soit, est une source de revenus très importante et bénéficie toujours d'une certaine complicité auprès de la police des frontières. Puisque nous parlons de la prostitution et de sa gestion crapuleuse par la mafia, essayons de voir comment cette activité millénaire et hautement lucrative est organisée. Je vous avais parlé de la place des femmes chez les yakuza, eh bien nous y voilà. Bien qu'interdite depuis un demi-siècle, cette activité reste florissante et très structurée. Entièrement gérée par les gangs, la prostitution se répartit entre plusieurs lieux identifiés, tenant enseigne tels que les bars à hôtesses, les soaplands, les clubs de striptease, la quasi-totalité des love hotels et quelques salons privés de luxe. Comme nous l'avons vu précédemment, la totalité des filles qui travaillent sous la contrainte d'un souteneur est d'origine étrangère et seules les prostituées volontaires sont japonaises et réservées à une clientèle de luxe, souvent aux dignitaires yakuza eux-mêmes. Le type de prostitution le plus répandu et le plus populaire est celui que l'on retrouve dans les snacks, ces bars à hôtesses bon marché présents aussi bien dans les quartiers des grandes villes que dans les campagnes reculées. Ces établissements sont toujours tenus par des femmes, des patronnes et proxénètes que l'on appelle mamma et qui gèrent l'activité commerciale sous la tutelle d'un gang. Dans ce cas-là, le gang ne fait que récolter les dividendes de l'activité et protéger le lieu. C'est la mamma qui choisit son personnel, les prestations fournies et la clientèle autorisée. Cela peut aller du simple bar à bouchon, où vous payez une fortune une bouteille de mauvais champagne pour la boire en compagnie d'une hôtesse qui passe d'un client à un autre, à la véritable maison close telle qu'on les connaît en Europe, où les clients ne viennent que pour le sexe. En 2019, cette activité concernait 160 000 filles réparties sur tout le territoire. Une forme de prostitution qui échappait encore aux yakuza et l'occasionnel via des sites d'escorte, mais depuis quelques années, la totalité de ces plateformes a été rachetée par les gangs. Pour lutter contre la prostitution étudiante, phénomène en constante augmentation, les gangs sont très présents sur le terrain, notamment autour des gares et des stations de métro, lieux de racolage privilégiés. Ce n'est pas tant par souci de moralité que de concurrence déloyale que les gros bras intimident les adolescentes qui se livrent à cette activité. La police métropolitaine de Tokyo a avancé le chiffre alarmant de 9% des jeunes filles japonaises qui se prostituent occasionnellement pour s'offrir des accessoires et des vêtements de marque. Malheureusement, une partie d'entre elles finira sous la coupe d'un gang. Comme la hiérarchie dans les familles mafieuses, celle des réseaux du sexe est très codifiée et entièrement tenue par les femmes. Une employée de bar à hôtesse méritante peut monter les échelons, travailler en club privé puis en salon VIP et ouvrir finalement son propre établissement. Chez les mamas les plus influentes, celles qui recrutent elles-mêmes et infligent les punitions aux fautives, on retrouve des personnalités qui ont le même crédit auprès des oyabun que certains wakagashira. Bien entendu, toutes ces travailleuses du sexe alimentent le marché de la pornographie, lui aussi en partie tenu par les yakuza. Devant le grand nombre de notables clients de ces réseaux, il va sans dire que cette activité, pourtant illégale, n'est que très rarement dans les viseurs de la police et de la justice, et que toutes et tous travaillent dans une paix royale. Bon, vous voilà au courant des différentes activités proposées par les clans.
Certaines vous intéressent, mais vous aimeriez voir du pays, alors est-ce que Yakuza, c'est un métier qui s'exporte? Eh bien oui. Cela peut surprendre tant l'enracinement dans la culture traditionnelle semble fort, mais les principaux clans ont tous du personnel délocalisé à travers la planète. Ainsi, on retrouve des délégations des Yamagochi-gumi, des Sumiyoshi-kai et des Inagawa-kai dans toute l'Asie du Sud-Est et en Chine, principalement pour servir de recruteurs au réseau de prostitution, mais aussi pour organiser le trafic de drogue. On trouve aussi une population assez importante en Californie, où la forte densité japonaise immigrée s'est structurée autour des clans qui continuent d'avoir une forte influence sur la vie communautaire. Ce sont également eux qui alimentent le trafic d'armes récentes et de méthamphétamine vers l'archipel. Mais l'État américain qui compte le plus de Yakuza actifs reste Hawaï, où il contrôle les réseaux de la drogue, de la prostitution et du racket, trouvant une clientèle bénie au travers des très nombreux touristes japonais qui visitent l'île chaque année. De par sa proximité avec le Japon, Hawaï reste la plateforme d'embarquement des différentes contrebandes privilégiées des clans. Bizarrement, année après année, la police américaine semble avoir la même complaisance pour les Yakuza que la police japonaise. Sans doute grâce à la relative sécurité qu'apportent les gangs sur le territoire. Mais bien que moins implantés, on retrouve aussi des bureaux étrangers au Mexique, principalement pour l'exportation de drogue et de filles, au Pérou pour les mêmes raisons et récemment en Australie. Il va sans dire que l'incursion Yakuza dans des pays déjà contrôlés par d'autres mafias ne se passe pas sans heurts. Là où à Hong Kong, la coexistence entre Yakuza et triade chinoise fut plus pacifique que ce que le cinéma ne veut bien le dire, préférant gérer les affaires calmement plutôt que de les tuer dans un bain de sang public, les choses sont plus chaotiques aux États-Unis, mais surtout en Australie. À Los Angeles, le clan Yoshitomi-gumi, adoubé par les Yamagochi, a connu quelques années de guerre meurtrière contre les gangs afro-américains et latinos pour le contrôle du marché de la méthamphétamine en Californie. C'est après un rapprochement et des accords avec le cartel mexicain Los Zetas que Yoshitomi Hideaki, leur Oyabun, a pu sécuriser les territoires du clan et même les étendre dans d'autres villes comme Chicago ou New York. À l'heure actuelle, ce sont les hommes du clan Yoshitomi qui ont le quasi-monopole de la distribution du cristal fabriqué au Mexique par Los Zetas. En parallèle, le Oyabun diplomate a également conclu des accords avec le cartel Beltran Leiva, une branche du cartel de Sinaloa, avec qui il partage un goût certain pour le trafic de cocaïne, de marijuana, le kidnapping et la corruption politique. Il faut savoir également que les Yoshitomi-gumi fournissent un large contingent de tueurs à gages qui opèrent sur tout le territoire américain et sont réputés pour leur efficacité. En Australie, le constat est plus mitigé pour les Yakuza. Arrivés officiellement sur l'île continent dans les années 90, ils ont dû dans un premier temps s'allier avec les triades chinoises et hongkongaises pour mettre un pied dans le business de la drogue, puis de la prostitution. Mais face à la présence bien établie des mafias italiennes et irlandaises, leur évolution est lente et compliquée, et les règlements de compte trop meurtriers pour que les familles restées au Japon n'envoient plus de troupes. Alors, de petits groupes se sont installés près des villes casinos et y raquettent les Japonais venus ouvrir un établissement ou les touristes venus tenter leur chance. En 2010, on estimait que près de la moitié des effectifs Yakuza arrivés en 1995 avaient péri dans des fusillades et des raids orchestrés par les Calabrais et les Irlandais. Pour clore ce chapitre sur les activités des clans et les conflits qui en résultent, je voudrais vous raconter 3 histoires de massacres causés par les Yakuza, à 3 époques différentes mais avec le même résultat, la mort de nombreux innocents, civils, parfois enfants, pris sous les tirs croisés des gangs. La première de ces histoires se déroule à Kanagawa, dans la périphérie de Tokyo en 1925.
À cette époque de grande construction et de modernisation du pays, la compagnie de BTP Tokyo Denryoku faisait régulièrement appel à la main-d'œuvre issue des colonies japonaises, mais aussi aux différents gangs yakuza de l'époque pour gérer ces flux laborieux, éviter les revendications sociales et graisser la patte des promoteurs. Le gigantesque chantier que la compagnie venait d'obtenir du gouvernement à grands coups de pots de vin et d'intimidation était bien trop important pour être supporté par eux seuls, alors ils décidèrent de s'adresser à un sous-traitant. Deux compagnies de construction se mirent alors sur les rangs. La Shimizu Kensetsu, toujours en activité de nos jours, mais alors pilotée par le gang Aoyama Kai, et la Hazama, elle aussi toujours en activité et managée à cette époque par le gang Mitani Kumi. Le contrat promis aux vainqueurs de cet appel d'offres était extrêmement juteux et, bien sûr, les deux clans rivaux qui œuvraient derrière ces façades de béton ne voulaient rien céder. Après une dizaine de négociations entre Oyabun, quelques assassinats ciblés sur des dignitaires yakuza ennemis, aucun camp ne voulait céder. Alors, les deux Oyabun rivaux décidèrent de régler ce problème sur le pré et appelèrent leur Wakagashira à rassembler toutes les troupes disponibles pour en découdre. Au petit matin, ce furent 900 Aoyama Kai et 750 Mitani Kumi qui se retrouvèrent face à face, armés de fusils, de pistolets, de sabres et de barres de fer. Le fracas qui s'ensuivit fut entendu à des kilomètres à la ronde et la fusillade, qui tourna en mêlée lorsque les munitions vinrent à manquer, attira toutes les forces de police disponibles dans l'arrondissement. N'arrivant pas à en venir à bout, la police de Kanagawa dut appeler Kempeitai, la police militaire impériale, pour maîtriser ce qui ressemblait à une émeute, mais rien n'y fit. Aucun des deux clans ne voulait se rendre et le sang versé n'était plus uniquement celui des yakuza, mais il se mêlait avec celui des policiers, impuissants devant le déferlement de violence. En fin de journée, voyant que la situation échappait à toutes les forces de police et au clan eux-mêmes, le Oyabun du clan Aoyama Kai fit venir un canon d'artillerie volé dans les stocks de l'armée pour arrêter les hostilités. Après plusieurs tirs, tout le monde se dispersa enfin et le temps que des troupes de police fraîches arrivent, des Kyodai par centaines vinrent ramasser les corps restés au sol, lui-même imprégné de sang. Suite à cet incident, le gouvernement rapporta qu'il y avait eu une centaine de blessés chez les émeutiers et 3 policiers tués. Bien entendu, personne ne crut à ce bilan et à raison. Un rapport déclassifié retrouvé dans les années 50 dresse, lui, un bilan plus réaliste et fait état de 120 morts chez les Yakuza et 19 chez les forces de l'ordre. Malheureusement, ce document fait également mention de 11 personnes, dont 3 enfants, tués par des balles perdues. L'histoire retiendra que la Shimizu a obtenu le chantier. L'histoire suivante se déroule en 1985 dans la région du Kansai. À cette époque, le clan Yamaguchi-gumi était dirigé d'une main de fer par le Oyabun Taoka Kazuo, qui avait unifié sa famille et développé ses activités sur tout le territoire. Mais à l'âge de 68 ans, en 1981, il mourut subitement d'une crise cardiaque et laissa le clan sans chef. Ayant prévu qu'une mort brutale pourrait lui arriver, eu égard à son style de vie un peu extrême, il avait nommé sa femme Fumiko pour lui succéder en attendant qu'un nouvel Oyabun ne soit élu. C'est ce qu'elle fit, et brillamment d'ailleurs, durant les 3 années qui suivirent la mort de Taoka. Mais en 1984, un ancien Wakagashira très estimé, Takenaka Masahisa, fut élu par presque tous les dignitaires de Yamaguchi-gumi et prit la direction des opérations. Enfin, tous sauf un, car Yamamoto Hiroshi, pressenti lui aussi pour reprendre la tête du clan, espérait bien être élu et voyait d'un très mauvais œil l'accession de son rival. Alors il décida de faire cession et quelques semaines après l'élection fonda son propre clan, le Ichiwakai, emportant avec lui 18 Chateigashira et 3000 Kyodai. Bien entendu, le nouvel Oyabun élu lui envoya un Hamondio en lettres rouges, mais rien n'y fit. Début janvier 1985, Takenaka fit envoyer quelques porte-flingues pour essayer de remettre les Yakuza séparatistes dans le droit chemin, mais malgré quelques hommes au sol, Yamamoto s'obstinait. Alors,
Le 26 janvier de la même année, et pour asseoir sa légitimité, il envoya 5 de ses meilleurs tueurs avec pour mission de descendre Takenaka et tous ceux qui se tiendraient à ses côtés. Les tueurs l'attendirent devant sa maison de Seita, près d'Osaka, et alors que le boss entrait dans l'ascenseur avec sa petite amie et son wakagashira, Nakayama Katsumasa, ils firent feu, leur déchargeant une 50aine de cartouches de 9 mm et tuant les 3. Leur jeune chauffeur, alerté par la fusillade, accourut pour porter secours à son patron, mais fut abattu d'une balle dans la tête. La réaction des Yamagochi-gumi ne se fit pas attendre et commencèrent alors les années les plus meurtrières de l'histoire des clans d'après-guerre. Durant 4 ans, ce furent 36 dignitaires des 2 clans, mais principalement des Ichikawakai, qui furent abattus en pleine rue ou à leur domicile, et une 50aine d'hommes de troupe, là aussi en majorité dans le clan dissident. Durant ces années de plomb, ce furent plus de 200 fusillades qui éclatèrent entre les 2 familles rivales et les médias comptaient les morts, y compris parmi les civils. Mais dans cette guerre de harcèlement et d'usure, le clan fraîchement fondé ne put s'en tirer faute de troupes. Alors, petit à petit, les hommes désertaient demandant la protection de la police ou rejoignaient les Yamagochi-gumi. Acculé, Yamamoto dut accepter des pourparlers et ce fut le clan Inagawakai, toujours neutre dans les guerres de gang, qui se chargea des négociations. Le Ichikawakai fut dissous, certains de ses hommes purent réintégrer le Yamaguchi moyennant la cérémonie du Yubitsume, et Yamamoto obtint le droit de s'ouvrir le ventre au lieu de se voir coller une balle dans la nuque, comme prévu. Suite à cette période de troubles, Watanabe Yoshinori devint le 5e Komicho, le parrain suprême, du clan Yamagochi-gumi, ramenant une période de paix relative et mettant fin à ce qui restera comme la guerre des Yamaichi-koso. La dernière histoire n'est pas si ancienne et a eu lieu à une époque et dans un lieu cher à mon cœur. À la fin de l'année 2007, je vivais dans la belle ville de Fukuoka et j'allais être papa sans tarder. Il m'arrivait souvent de traverser le quartier de Nakasu, l'équivalent du Kabukicho de Tokyo, pour y manger un bol de ramen avant de rentrer à la maison. Je m'étais lié d'amitié avec un ramen-yasan, un vendeur de nouilles, qui s'était marié avec une amie de la mère de mes enfants. Un grand gaillard d'1,80 m, ancien judoka semi-pro et qui installait sa cahute et son réchaud tous les jours. Il m'avait souvent parlé de la taxe en liquide qu'il devait verser au Dojinkai chaque mois pour avoir le droit de faire son métier et de la lassitude de beaucoup d'entre eux. En effet, ce quartier assez atypique de Fukuoka qui longe le fleuve, où se côtoient vendeurs de rue, prostituées, rabatteurs de clubs, vendeurs de produits illicites et gangsters en goguette, était tenu par le seul gang Dojinkai depuis 1971. Mais en ces années de rébellion clanique, qui touchaient entre autres les Yamaguchi, un petit groupe de Kyōdai ambitieux fondèrent le Seidokai et se séparèrent de la maison mère pour voler de leurs propres ailes. Le territoire étant plutôt exigu, les 2 gangs devenus rivaux en quelques semaines ne pouvaient pas raisonnablement se partager la petite manne de Nakasu. Alors, en décembre 2007, une dizaine de porte-flingues des Dojinkai fit irruption dans une réunion des Seidokai, au sous-sol d'un club de striptease et ouvrit le feu. La fusillade trouva du répondant et les jeunes rebelles répliquèrent avec des armes semi-automatiques, laissant 3 assaillants pour morts. Surpris de cette réponse musclée, les Dojinkai se précipitèrent dans la rue, devenus les proies. Les jeunes Seidokai ouvrirent le feu en pleine rue, tuant un gangster de plus, mais aussi atteignant en pleine tête Miyamoto Hiroshi, un père de famille de 39 ans qui rentrait chez lui après son travail. Au total, la fusillade aura duré quelques minutes et fait 7 victimes. S'ensuivit un jour de deuil dans toute la ville et une véritable remise en cause de l'utilité réelle des gangs et de leur véritable dangerosité. Aujourd'hui, les 2 clans cohabitent et les maisons closes tournent à plein régime. Les enfants de Miyamoto, eux, sont orphelins. Lorsque ma fille est née, 2 mois plus tard, nous vivions loin du chaos, dans les montagnes, dans un petit village loin des néons, connu pour ses plantations de châtaignes, ses agrumes jaunes et sucrés, mais aussi, et je le découvrirai plus tard,
pour sa résidence de retraite pour anciens Yakuza. Voilà, j'espère que ce 3e volet des vidéos sur les Yakuza vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Dans le 4e et dernier épisode, nous parlerons des Yakuza dans la culture populaire avec, vous le verrez, une petite surprise. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip et une fois de plus un grand merci à tous ceux qui le font en visitant ma boutique Spreadshirt où d'ailleurs les t-shirts aux armes des clones sont toujours en vente ou en achetant mon dernier livre. Encore merci à vous tous pour votre fidélité et à très vite. Matane. 人になりたかった。しかし俺の運命は俺を間違った人に合わせました。俺は軽い人生の天候を逃した。俺は愛を与えたかったのですが、俺が与えることができるのは痛みだけです。今電話手遅れです。お母さんの目が誇りにしているのを見たかった。俺に向かって尊敬はなく恐れるだけです。俺の人生を忘れるために俺に向かって尊敬はなく恐れるだけです。俺の人生を忘れるために俺はお酒とセックスに沈みます。そして殺される日を酔っ払って気づかない俺は悪魔と一緒に歩いたので、彼が俺を地獄で受け入れてくれますように。彼が俺を地獄で受け入れてくれますように。彼が俺を地獄で受け入れてくれますように。彼が俺を地獄で受け入れてくれますように。